Il y a un nouveau guide suprême. Le fils Du précédent. Alors, il vient d'être nommé. Les Israéliens et les Américains, ils ont tué son père. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Mais qui est au courant qu'ils lui ont tué sa mère aussi dans le bombardement? Qui est au courant qu'ils lui ont tué sa sœur, qui était aussi là-dedans? Qui est au courant qu'ils lui ont tué son beau-frère, la sœur était avec son mari? Et qui est au courant qu'ils ont tué sa nièce de 14 mois en même temps? C'est un petit peu gênant. Est-ce qu'on est au courant qu'ils ont tué sa femme au nouveau aussi? C'est-à-dire que les Israéliens, ils ont tué la femme de l'ancien et la femme du nouveau. C'est la libération de la femme iranienne, en fait. Donc, on est dans une situation où il ne va pas y avoir de cessez-le-feu à court terme, même si les Américains le demandent. Pour une raison simple, c'est qu'il faut un pays pour déclencher la guerre, mais il en faut deux pour l'arrêter. J'insiste sur cette barbarie, mais au niveau du droit aussi international, c'est-à-dire de la destruction des conditions de la paix. C'est ça, en fait, le truc. C'est encore un cran supérieur. Si tu regardes, parce que je trouve que ça s'observe très bien, parce que je me parle comment Trump agit alors vis-à-vis de l'Iran depuis quelque temps. On peut très rapidement rappeler ce qui s'est passé au niveau des négociations avec l'Iran. On ne va pas faire 3 heures, mais l'Iran avait commencé à essayer de créer du matériel pour faire des bombes nucléaires sans préparer ce qu'il faut pour faire une bombe nucléaire. Mais il était en train d'accumuler du combustible. Et finalement, ça ne plaisait pas. Les États-Unis leur ont mis des sanctions au début des années 2010. En 2015, on a trouvé un accord entre les États-Unis et les Européens et l'Iran. L'Iran arrêtait d'enrichir son combustible et en échange, on enlevait les sanctions. Ça a plutôt bien marché pendant 3 ans. Puis est arrivé Trump. Alors c'est vrai que Trump, je te rassure, on ne dira plus jamais que c'est un stratège. Là, ça paraît évident. Cette hypothèse est vraiment terminée. Et que fait Trump? Il se retire de l'accord qui marchait bien, il était respecté par l'Iran. Finalement, on avait trouvé enfin une façon de résoudre ce problème. Il se retire de l'Iran. Il se retire de l'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il remet des sanctions, mais l'Iran, il est toujours tenu par l'accord qui en plus a été validé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Vis-à-vis des Européens, l'accord reste. Et donc, l'Iran se retrouve à devoir, en théorie, ne pas enrichir son uranium, mais à avoir les sanctions américaines, qu'il voulait éviter. Donc les Iraniens commencent à se dire, bon, on se moque de nous là-dedans. Et qu'ont fait les Européens? Rien. Alors qu'évidemment, les Européens ayant signé cet accord, ils auraient dû sanctionner les États-Unis ou compenser les sanctions des États-Unis vis-à-vis de l'Iran, qui lui respectait sa parole. Ça n'a pas été fait, on connaît nos leaders européens. Première étape. Deuxième étape, on arrive assez rapidement en 2025. Des négociations recommencent entre les Américains et les Iraniens. Elles avancent un peu, pas beaucoup. Et au bout d'un moment, sans prévenir, qu'est-ce qu'ils font? C'est le début de la guerre des 12 jours. Ils se mettent à bombarder les sites de stockage de l'uranium, les usines, qui sont quand même très enterrées, sans prévenir. Donc déjà, il y a une guerre qui commence sans déclaration de guerre, pendant les négociations, qui s'achève au bout de 12 jours. On se rappelle comment, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il y a des missiles qui commencent à partir, et puis les Israéliens finissent par dire bon, stop, on arrête. À ce moment-là, on arrête la guerre. Heureusement, ce n'était pas allé très loin, puisqu'en fait, ils n'ont sûrement pas détruit grand-chose dans les bombardements. Et des négociations reprennent en tout cas au cours de l'année 2025. Tu penses que ça, c'était quelque chose de calculé de la part de Netanyahou? À quoi ça servait, cette espèce d'avertissement guerrier? Vous savez, ça comprendre Netanyahou, ça va demander aussi on est face à un gouvernement israélien dont la moitié des représentants vivent au 5e siècle avant Jésus-Christ dans leur tête, en fait. Alors, c'est ça qui se passe aussi. C'est très compliqué quand ils se mettent à citer la Bible, Amalek, etc., etc. Alors oui, ça fait de toute façon, ça n'est pas caché. Netanyahou, il a toujours dit, c'était son rêve depuis 40 ans d'arriver à cette guerre. J'écoutais hier Bennett, l'autre ancien Premier ministre israélien, qui disait, moi, pendant 10 ans, j'ai poussé les États-Unis à un conflit comme ça contre l'Iran. Donc ils sont tous très contents, on sait très bien qu'ils sont à l'origine du truc. Pourquoi ils attaquent? Ils se sont dit on allait détruire les usines, les sites nucléaires, a priori ils n'ont pas détruit grand-chose. Mais pourquoi ils s'arrêtent? C'est surtout ça, dans la phase de 2025. Pourquoi ils s'arrêtent quoi? La guerre? Pourquoi ils font une guerre éclair de quoi? De 10 jours, 12 jours? Et puis, pourquoi ils ne continuent pas? Ils ne continuent pas, parce que quand on commence à se taper une pluie de missiles tous les jours, et puis que le fameux dôme de fer, jour après jour, il s'épuise, et puis il n'y en a plus du tout à la fin, et qu'on commence à se prendre 10, 20, 30 missiles à Tel Aviv. C'est la réaction iranienne qui fait qu'ils se retirent. Oui, ça c'est sûr, c'est pas la Libye, quoi. C'est pas un camp de bédouins, l'Iran. Il faut quand même savoir de quoi on parle. On parle d'un pays puissant au niveau industriel. 90 millions d'habitants, très grand. C'est 90 millions d'habitants, c'est 3 francs la France, ils produisent à peu près autant d'ingénieurs que les États-Unis.
Hein, les ingénieurs là-bas, ils ne font pas de l'ingénierie financière ni du chat GPT, ils font beaucoup d'armement. Donc effectivement, après, il se passe des choses. C'est la 20e puissance industrielle mondiale, corrigée du pouvoir d'achat, l'Iran. C'est un gros morceau, c'est vraiment un gros morceau. Mais on en arrive surtout à l'étape ultime, parce qu'on voit très bien qu'en fait, on s'est déjà les États-Unis se sont moqués de l'Iran une première fois en 2018, Trump. En 2025, ça recommence, vous êtes en train de négocier, vous prenez des bombes sans prévenir, mais c'était des bombes sur des montagnes. Donc, bon, les dégâts ont été limités. On en arrive à la 3e, et c'est là où ça devient extrêmement grave, ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que les négociations ont repris, que ça avançait plutôt bien, que 3-4 jours avant le début de la guerre, les Iraniens avaient vraiment cédé sur beaucoup de choses. En particulier, ils étaient d'accord pour arrêter l'enrichissement. Il y a une déclaration du ministre des Affaires étrangères d'Oman qui s'occupait de faire le négociateur, qui disait « on est à 2 doigts de conclure la paix ». Les négociations arrivent. À la fin de la semaine, ils se disent « allez, la semaine prochaine, on refait un round de négociations. Ciao ». Et ce qu'ils font, hop, ils lancent leur attaque barbare pendant la nuit, sans prévenir, évidemment, sans déclaration de guerre, et surtout dans un cadre, parce que ça, c'est un nom en droit international, c'est-à-dire par perfidie. C'est-à-dire que vous n'avez pas dit aux gens, il faut dire, on n'est pas d'accord, attendez-vous au pire, on s'en va en claquant la porte. Non, on leur a dit, mardi prochain, hein, on continue à négocier. Vous comprenez bien que ça pose des sérieux problèmes, après, pouvoir négocier avec des gens comme ça. Et là, ce coup-ci, ils n'envoient plus des bombes sur des montagnes. Ils décident de faire perdre la tête aux serpents. Comme ça, on est en train de parler. Alors, en ce moment, Trump, il a très bien compris qu'il a fait la boulette de sa vie, niveau XXL. T'es sûr qu'il l'a compris plus. Oui, c'est très bien. Ça, il est en train de faire passer des messages aux Iraniens en disant bon, on pourrait négocier tout ça. Il y a Witkoff, hein, le type a renvoyé le négociateur qui a dit aux Iraniens à la semaine prochaine, pour qu'ils se fassent assassiner juste après, on renégocie. Et c'est là où le niveau, tu vois, de barbare est extrêmement destructeur et pose un énorme problème, parce que on regarde bien ce qui s'est passé. Il y a un nouveau guide suprême. Le fils du précédent. Alors, il vient d'être nommé. Les Israéliens et les Américains, ils ont tué son père. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Mais qui est au courant qu'ils lui ont tué sa mère aussi dans le bombardement? Qui est au courant qu'ils lui ont tué sa sœur, qui était aussi là-dedans? Qui est au courant qu'ils ont tué son beau-frère, la sœur était avec son mari? Et qui est au courant qu'ils ont tué sa nièce de 14 mois en même temps? C'est un petit peu gênant. Est-ce qu'on est au courant qu'ils ont tué sa femme au nouveau aussi? C'est-à-dire que les Israéliens, ils ont tué la femme de l'ancien et la femme du nouveau. C'est la libération de la femme iranienne, en fait. Et il y a des sources qui semblent dire qu'ils ont tué aussi son fils au nouveau. Alors, et lui-même était blessé. Et lui-même a été, parce qu'ils ont essayé de le tuer, il a été blessé. D'ailleurs, on ne sait même pas dans quel état il est. Il n'est pas réapparu encore physiquement. Alors, on va se dire, oui, mais ces gens, c'est des horribles personnages. En effet, il y a des répressions colossales, blablabla. Mais essayons, pour comprendre, de mettre ça un petit peu de côté, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Cher Denis, si demain matin, je m'aperçois que quand ça sort, votre montage ou la prise de son n'est pas terrible, je viens chez toi, et puis je tue tes 2 parents, ta femme, ta sœur, ta nièce, ton beau-frère et ton fils, que tu étais dans la grange, tu arrives avec une tronçonneuse du coup un petit peu énervée, et qu'à ce moment-là, je te dis « Oh, t'es une tronçonneuse, cher Denis ?» Je pense que c'est le moment de faire la paix, peut-être. On pourrait peut-être faire un cessez-le-feu. Qu'en dis-tu? Eh bien, je pense que tu ne vas pas être d'accord pour faire un cessez-le-feu dans ces conditions-là. D'autant qu'en plus de cette barbarie personnelle, tu comprends très bien que les Américains ont trahi une fois, ils ont trahi deux fois, ils ont trahi 3 fois dans les négociations. Tu ne vas pas renégocier un truc une 4e fois. Quelle est la valeur de la parole américaine? Elle n'existe plus à cause de cet acte. Donc, on est dans une situation où il ne va pas y avoir de cessez-le-feu à court terme, même si les Américains ils le demandent. Même si les Américains ils se barrent, comme pourrait très bien le faire Trump, demain matin en disant « Non, mais j'ai gagné, ça suffit », il peut le faire. Mais ce qui va se passer, c'est que les Iraniens ils vont continuer à bombarder et que le détroit d'Ormuz, il ne va pas s'ouvrir, en fait. Pour une raison simple, c'est qu'il faut un pays pour déclencher la guerre, mais il en faut 2 pour l'arrêter. Mais là, je voudrais dire un petit mot. On a fait ces sanctions contre l'Iran. On essaye de faire passer l'Iran. Alors, je répète, je ne vais pas dire que l'Iran, c'est l'optimum. Non, c'est bon. D'accord, ce n'est pas l'Afghanistan, l'Iran. Hein. Ce n'est pas l'Afghanistan, même pour les femmes là-bas. Hein, il y a beaucoup de femmes qui sont éduquées, il y a beaucoup de femmes docteurs, il y a beaucoup de femmes. C'est pas l'Afghanistan du tout. Il y a plein de femmes ingénieurs. Les missiles, il y a plein de missiles qui ont été faits par des femmes qui sont en train de tomber. Quand tu regardes, Emmanuel Todd, d'ailleurs, je l'avais parlé avec lui dans une émission que j'avais fait, a noté que le taux de natalité en Iran, il est de 1,7 enfants par femme. C'est-à-dire qu'il est comme chez nous. Ça ne veut pas dire que l'Iranienne est traitée comme une Française. Ça veut dire une chose, c'est que ce n'est pas un truc moyenâgeux.
C'est-à-dire que la femme est en train de se libérer, ça a beaucoup baissé. Autrement dit, si au lieu d'avoir puni l'Iran en faisant des sanctions, on l'avait aidé par du commerce, en le traitant normalement le pays, même si c'était un régime comme ça théocratique, tu as une très forte probabilité, j'en parlais avec Thierry Coville aussi, que le régime, il est évolué vers le bien. Il y a des gens qui commençaient à dire, on n'en veut plus de ce régime de Mollah, on veut bien garder nos religions, parce que c'est important pour nous, mais on veut une loi de 1905, on veut séparer l'Église et l'État, on veut une république iranienne qui sera... Mais je veux dire, ce qu'on a fait, c'est qu'on vient de briser un mouvement qui aurait pu conduire à un Iran démocratique, exactement comme on a fait en 1953. On ne rappelle pas qu'on est déjà allé foutre le bordel en 1953, qu'on a détruit une démocratie naissante en Iran pour nos petits intérêts de business, de pétrole iranien comparable. C'est ça qu'on a brisé en Iran. Il faut bien se rendre compte.